Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Pour faire notre métier comme il faut, on a souvent besoin d'avoir un appui en interne, que ce soit des sales, experts métiers, du produit. Pourtant, l'intérêt du marketing, il est encore parfois mal compris. D'ailleurs, c'est pas pour rien si c'est un des postes qui a le plus fort turnover. C'est pour cela qu'il est important de valoriser nos actions en interne et d'éduquer sur les enjeux. Pour voir justement comment est-ce qu'on peut faire ça, valoriser le marketing en interne, je suis aujourd'hui avec Joël Godel, qui est VP Marketing chez Alma. Cet épisode est tiré d'une masterclass de la communauté du Café du Market que je t'invite à découvrir si tu veux en savoir plus. Et maintenant, je te laisse avec le contenu. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots du coup, s'il te plaît? Ouais, très simplement, j'ai 42 ans, je suis papa d'une armée de 3 enfants. Je viens d'avoir des jumeaux il y a pas très longtemps, donc ma vie est un petit peu dissolue en ce moment. Ouais, Heu, j'ai toujours bossé dans la tech, ça fait, quasiment 20 ans que je suis dans la tech. Ce qui est un peu particulier dans mon profil, c'est que j'ai pas fait que du marketing. J'ai fait des infidélités, côté opération, côté revenus. Donc j'ai géré, j'étais chief revenue officer, d'une équipe de 70 personnes avec marketing, sales et customer success. Donc ce ok. qui va résonner pas mal, sur le sujet, qu'on va aborder aujourd'hui. Et je suis un légèrement geek sur les bords. Donc, c'est un peu ma passion, c'est les systèmes d'information. Voilà. C'est pas la passion la plus avouable, mais j'aime bien ça. Et puis j'ai ma deuxième passion, c'est le management. Donc, je passe beaucoup d'efforts et d'énergie dans mon rôle de manager qui souvent, je dis, je suis d'abord un manager avant d'être un marketeur. Ouais. Marketing est juste une de mes dominantes, mais c'est pas mon premier sujet aujourd'hui, quoi. C'est vrai que, bon, après, j'allais dire, effectivement, en plus, quand tu commences à constituer une équipe, et puis comme tu dis, c'est en plus avec grosse équipe, avec plusieurs verticales, forcément, ça devient plus du management à la fin on s'éloigne un petit peu de l'opérationnel et des sujets market pour arriver dans la gestion d'équipe, quoi. Voilà, je Il y a un continue métier toujours à faire de différent. l'opérationnel sur la tech, voilà. Tout ce qui est technique, les CRM, les outils, et puis en général, je garde pas mal la main sur la partie RP. Voilà, parce que Ok. j'aime bien l'exercice et on n'a pas toujours le headcount pour recruter la personne au RP. Ouais. Donc, en général, c'est quelque chose que je garde un peu par défaut, mais que j'aime bien. Ça marche. Justement, avant de rentrer dans le sujet vraiment de la valorisation du marketing en interne, est-ce que tu peux, pour commencer, brosser un petit peu le rôle du marketing du coup chez Alma? Alors, chez Alma, c'est assez particulier. Le marketing chez Alma, ça a été pendant très longtemps une équipe qui a travaillé sur 2 gros sujets. Le premier sujet, c'était le sourcing. C'était, arriver avec un énorme camion rempli d'accounts à travailler et le décharger sur les équipes sales pour, leur permettre de faire de la prospection. C'était un travail qui s'est, beaucoup focalisé sur, la constitution d'une base de données de comptes adressables avec beaucoup de mécaniques d'enrichissement. Donc quelque chose qui est assez smart, mais qui a le défaut de réinventer un peu la roue. Donc c'était un bel effort, mais qui était très consommateur en ressources et argent et people, et qui avait pour vocation vraiment de créer cette base de données géante de comptes adressables et qui malheureusement, une base de données, il faut la faire vivre, il faut la faire évoluer, il faut l'entretenir, il faut l'enrichir, et que c'était pas quelque chose qui était vraiment scalable. Et le deuxième sujet sur lequel l'équipe a beaucoup travaillé, c'était le branding.
parce que Alma a fait une incursion dans le D2C, direct to consumer, et au travers d'un système de paiement pour les consommateurs. Expérience qui s'est arrêtée assez abruptement, mais pour laquelle un rebranding a été fait et beaucoup d'efforts ont été mis sur la constitution d'un studio créatif interne pour venir alimenter cette marque. Donc ça, c'est les deux gros sujets. Et donc, quand je suis arrivé il y a un an, l'objectif et l'ambition, c'était surtout d'étendre le marketing sur tous les autres métiers. Rajouter à la partie outbound toute la partie cold mailing, ajouter d'autres mécaniques d'enrichissement, venir intervenir tout le long du cycle de vente, donc pas se limiter à la lead gen, mais venir activer, réactiver et faire de l'upsell et aider à l'upsell et au déploiement sur les comptes existants. Il y a une volonté aussi de rajouter la partie communication, donc les RP, le social media, de mettre en place le inbound qui n'était pas en place. Donc le inbound, on n'avait que du paid, on n'avait pas de SEO, on n'avait pas de content qui était créé, en tout cas à la marge, et de consolider le product marketing qui était déjà en place, plutôt bien établi, mais qui avait parfois oublié de revenir à l'essence du PMM, c'est-à-dire faire tous les outils basiques, le positionnement, la value prop, etc. Parce que lancer bien en tête dans la production d'outils d'aide à la vente, donc ce qui est assez classique dans une organisation. Et donc, il y avait cette ambition vraiment de prendre de l'espace. Donc, je suis arrivé, il y avait l'équipe, on était 5, on est aujourd'hui 16 en un an, avec tous les métiers qui sont bien représentés, avec les gros changements, ça a été de mettre quelqu'un au customer marketing, ça a été d'internaliser le growth engineering, ça a été de mettre en place un traffic manager pour gérer le SEO, recruter une content manager pour produire du contenu, et de faire pivoter le studio créatif interne de studio créatif à brand and content. Parce que le sujet de la marque, aujourd'hui, n'en est pas un parce qu'elle est bien établie. Mais si on venait à réadresser le marché du B2C, on va avoir un sujet de marque qui va être très important. Donc, il faut qu'on anticipe et qu'on se positionne là-dessus. Un autre sujet sur lequel on travaille pas mal et on pousse très fort, c'est le sujet des gens qui viennent s'inscrire sur la plateforme en autonomie, donc qui ne sont pas gérés par les sales, qui représentent une bonne volumétrie, mais qui ne sont pas forcément accompagnés. Il n'y avait pas d'onboarding automatique. Les mails transactionnels sont gérés côté produit, mais ce n'est pas forcément maintenu. Donc, toutes les interactions post-sign-up n'étaient pas gérées. Donc ça, c'est les sujets sur lesquels on pousse parce que quand on fait des analyses, la volumétrie que ça représente, ce n'est pas forcément des très grands comptes, mais il y a quand même de la marge à faire sur ces populations et potentiellement des verticales entières à venir ouvrir en fonction du niveau de risque. Parce que Alma fait du prêt, donc mécaniquement, on a obligé d'évaluer le risque. C'est l'une des spécificités du marketing dans cette industrie, c'est que un marketeur va amener de la volumétrie, mais une partie va être rejetée par les équipes commerciales, mais une autre partie va être rejetée par le risque. Ça veut dire que le funnel, il est très étroit au niveau des hanches. Et donc ça, c'est l'une des difficultés du métier. En particulier, quand on est une entreprise qui a adressé le marché depuis 6 ans, ça veut dire qu'on a bien balisé les entreprises qui étaient intéressantes et que le potentiel, il est soit dans les très grands comptes et aider au déploiement, soit dans les tout petits comptes et démultiplier le nombre de comptes avec beaucoup de déperditions dans le funnel, mais ça fait partie du deal. Ouais, parce que c'est ce que tu disais, c'est qu'effectivement, vu que vous faites du prêt, il y a cette analyse du risque de, en fait, c'est pas parce que la personne sign up que, effectivement, tu vas pouvoir délivrer ton produit. Il faut être capable, enfin, faut s'assurer que le prospect est viable, entre guillemets, quoi. Voilà, et l'un des enjeux qui sont poussés par le marketing et les sales, c'est de dire, s'il y a des verticales sur lesquelles on peut aller, mais sous conditions, créons ces conditions. C'est-à-dire, il y a des industries, avant, c'était plutôt binaire. C'est-à-dire, on va dire, telle industrie, on y va, ou telle industrie, on n'y va pas. La réalité, c'est qu'il faut mettre un peu de nuance parce que peut-être cette industrie, on peut y aller, moyennant le fait qu'on s'assure que l'entreprise ait X années d'existence, limitant l'exposition au risque par des paiements aux marchands différés, etc. Il y a des méthodes, en fait, des outils qu'on a en interne pour mitiger le risque et qu'on n'avait pas forcément exploité. Donc, on est en train de réouvrir des portes parce qu'il y a du potentiel énorme sur la volumétrie. Ok.
Ça marche, ouais, des problématiques particulières, effectivement, en plus sur le funnel, quoi. Pour rentrer dans le vif du sujet, donc on le disait aujourd'hui, on va parler valorisation du market en interne. C'est vrai que c'est pas, enfin, quand on fait du marketing, on a souvent tendance à tourner les actions vers l'extérieur de l'entreprise et pas forcément toujours pour valoriser en interne, alors que c'est pas forcément le métier en plus qui est le mieux compris, on va dire, en tout cas dont on voit le plus la valeur directement. Même si tout le monde a l'impression de savoir, enfin, c'est un peu le côté, j'allais dire, bâtard du marketing, où en fait, tout le monde a un avis parce que ça paraît évident, mais en même temps, combien de fois tu entends dans l'entreprise, bah, qu'est-ce qu'ils font au market, tu vois, alors que bon, bah, les devs, personne va poser la question de ce qu'ils font, de toute façon, personne comprend. Ils sont moins questionnés sur leur expertise. Pourquoi est-ce que tu considères que c'est important de valoriser le marketing en interne, et c'est quoi les risques, du coup, de ne pas le faire? Alors, le marketing, c'est effectivement un métier mal compris et parfois mal aimé. Je pense que c'est hyper important de le faire comprendre en interne parce que le marketing a énormément de dépendance. C'est-à-dire que si on n'a pas des account managers qui viennent nous partager leurs meilleurs comptes, on ne peut pas écrire des case studies. On n'a pas forcément la matière première pour organiser des webinars. On n'a pas la connaissance client pour venir renforcer notre discours en product marketing. Si on n'a pas le relationnel avec les équipes techniques, bah, c'est plus compliqué de faire passer des demandes sur du tracking, sur du mapping de data, sur des outils. Si on n'a pas la relation avec les people, ben, on ne va pas maîtriser la marque sur la partie RH, alors qu'il y a un intérêt à aller d'avoir une cohérence de marque aussi sur cet aspect. Euh, donc, si on n'a pas toutes ces relations et que les gens ne comprennent pas ce qu'on fait, ben, c'est compliqué de les embarquer dans nos projets. Typiquement, une campagne marketing, s'il n'y a pas de follow-up des équipes commerciales, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Hmm. Et malgré le fait de le savoir, ça reste toujours compliqué de donner les réflexes aux équipes sales qui n'ont pas forcément eu l'habitude d'avoir du inbound ou d'avoir des actions marketing au-delà du sourcing, de prendre le temps de se dire l'événement organisé par le marketing n'est pas un événement organisé par le marketing. C'est une opportunité pour moi en tant que commercial. C'est un prétexte, c'est un icebreaker, c'est ce que tu veux, mais c'est un moment où je peux rencontrer des prospects, trouver un prétexte pour les appeler, les inviter, etc. Et ça, ce mindset est pas toujours simple à déclencher parce que les commerciaux vont souvent voir ces actions marketing comme du plus. Ah ok, bah, il faut que j'invite des gens, ça me prend du temps, ça va avoir un impact sur mes quotas. Alors tous les commerciaux ne sont pas à cette approche 100%, ce que je dois faire doit être rémunéré ou compensé, Hmm. mais c'est quand même ce qu'on attend d'eux. On attend d'eux que leur temps soit maximisé et que chaque effort fait par un commercial, qu'il soit AE ou SDR, aille contribuer à la création de pipe. Et l'intelligence de se dire le marketing et les actions marketing viennent m'aider à faire ça demande une certaine maturité qu'on ne retrouve pas toujours en startup, Ouais. malheureusement. Parce que on a beaucoup de profils qui sont jeunes, et les profils qui sont plus seniors sont des gens qui ont été dans la même entreprise, dans la startup depuis le début, et donc arrivent à 3 ans d'expérience dans la boîte, ont des réflexes, ont des habitudes, ont des autonomies qui font qu'ils ne voient pas forcément la valeur du CRM, la valeur des process, la valeur du marketing. Donc c'est un gros, gros challenge. Donc pour moi, c'est important pour faciliter notre travail au quotidien, pour aussi donner de l'amplitude et de l'ampleur à ce qu'on fait. Parce que le follow-up, la caisse de résonance, l'employee advocacy, tout ça fait que les actions marketing vont plus loin, Hmm. rendent plus qualitatif notre travail, parce que sans ces feedbacks terrain, bah, on peut faire du shadowing, hein. On peut aller sur le terrain et interviewer des clients. On n'aura jamais la volumétrie d'un SDR qui passe 40 appels par jour. C'est juste pas possible. C'est clair. Donc on a besoin d'être en contact de ces gens-là et de leur faire comprendre ce qu'on essaye de faire pour pouvoir ajuster le tir, mais en connaissance de cause. Vous savez, c'est un peu l'exemple de je vais demander conseil à quelqu'un, un copain sur ma relation, il ne connaît pas ma femme, il ne sait Hmm. pas comment on s'est rencontrés, il ne sait pas depuis combien de temps on est, il ne connaît aucun de nos challenges personnels, et je vais lui demander son avis. Bah, sans le contexte, sans la compréhension de la dynamique de notre couple, il va être en difficulté pour me donner un conseil qui est pertinent. Donc, il va se baser sur son expérience personnelle, qui peut être à des années-lumière de ma relation.
C'est clair. Bah, très cool. De toute façon, tu prêches un convaincu, j'allais dire, mais là, du coup, on a pas mal parlé du pourquoi. Donc, la question maintenant d'après, c'est justement, c'est un peu le comment. Une fois qu'on a dit ça et qu'on est convaincu qu'effectivement, de toute façon, tu l'as dit, c'est à la fois pour bien faire notre métier, nous, on a besoin de ce recueil d'informations. Et puis après, pour donner de l'impact à nos actions, bah, on a besoin qu'il y ait le traitement, en fait, qui soit fait soit avant, dans la promotion, soit après, dans le traitement de ce qui a été généré. Comment est-ce que tu t'y prends? Du coup, qu'est-ce que tu mets en place pour valoriser le marketing et expliquer aussi le métier, impliquer les autres départements? Je pense que la première chose, c'est de réexpliquer c'est quoi le marketing et quelle est la vision du marketing que je prône. Alors elle est individuelle, hein, ma vision ne sera pas celle du prochain directeur marketing ou la précédente directrice marketing. C'est normal. Hem, c'est d'expliquer comment on définit le marketing pour faire comprendre que le marketing est sur un temps, pas uniquement court, mais sur un temps moyen et long terme, que le marketing n'est pas limité à la lead gen, que le marketing est insufflé par toutes les équipes. Moi, je prends souvent l'exemple de dire, bah, quand on passe un entretien de recrutement, finalement, quand le talent acquisition m'appelle, il fait du marketing. Il passe un message qu'il adapte à son audience, donc il fait du marketing sans s'en rendre compte. Il s'appuie sur le positionnement de la boîte, il s'appuie sur la culture, les valeurs qui sont intrinsèques à ce que fait le product marketing côté produit. Donc, c'est important qu'ils comprennent comment on définit le marketing, à quel moment il intervient et surtout, qu'est-ce qu'on essaye de faire. Je prends l'exemple en communication. Nous, ce qu'on essaye de mettre en place aujourd'hui, c'est de renforcer quelques messages clés, comme quoi l'entreprise, elle est robuste, comme quoi l'entreprise, elle est différente, comme quoi l'entreprise, elle est leader d'opinion, comme quoi l'entreprise, elle a des qualités intrinsèques, etc. Et donc, quand on raccroche à chaque fois nos actions à la vision ou à l'objectif qui peut être un objectif chiffré, ça aide à simplifier ce passage de niveau. On est en première de cordée, hein. On est les personnes qui sont les plus exposées, hein. Le rôle du marketing, c'est pas un secret, hein. C'est un rôle qui est très exposé. C'est le premier rôle qui saute dans un comex. C'est le rôle qui est le plus challengé au niveau des budgets. Donc, ça veut dire qu'on est en tête de pont. Donc, on va aller ouvrir, on va défricher des chemins. Donc, on a besoin de sentir quelle est la direction que veut prendre nos fondateurs, nos dirigeants, quelle est la réalité du terrain, et puis d'essayer de faire le pont entre les deux. Donc, c'est très important d'avoir une vision du métier et des actions marketing, du plan marketing, qui soit très, très robuste. Donc, ça demande en amont d'avoir un temps passé avec les équipes sur le terrain, hyper important. Je pense qu'une personne qui prend un poste en marketing et qui espère faire des actions nouvelles avant 4, 5, 6 mois de prise de poste, c'est très illusoire. Parce que maîtriser l'entreprise, son fonctionnement, le marché, le produit et en sortir, en articuler un plan qui implique des ressources humaines et financières, ça prend du temps. Mmh. Et ce temps, il est nécessaire parce que c'est un temps dans lequel on va montrer que le plan, il n'est pas construit ex nihilo, que ce plan s'appuie sur des réalités terrain, que ce plan a été plus ou moins co-construit, même si les marketeurs restent les marketeurs, c'est leur métier. Donc, c'est très important d'avoir vraiment très, très tôt ces premières bribes de OK, c'est quoi la philosophie? Où on veut aller? Comment on y va? On le construit ensemble. Ça veut dire qu'il faut prendre beaucoup d'opportunités de parole. Ça veut dire que dès qu'il y a un all hands meeting, donc une réunion d'entreprise, il faut qu'il y ait un zoom qui soit apporté par le marketing. Le but, c'est pas juste de dire regardez-moi, c'est plutôt d'amener de l'éclairage sur le métier, sur la vision, sur des résultats, parce que on a une chance incroyable, c'est qu'on a un métier qui est ultra palpable. Nos actions sont hyper concrètes. Un dev, quand il lance une feature, pour savoir à quoi elle a servi, comment elle est utilisée et ce qu'elle a rapporté, hyper compliqué. Mmh. Il faut pas croire qu'un profil tech s'intéresse pas à ça, hein. Voir la finalité, c'est pour ça que quand on fait du produit, on passe par des user stories, hein. C'est qu'on a besoin de comprendre le pourquoi du comment. Donc ça, c'est hyper important de prendre ces opportunités de parler. Ça demande aussi de construire des relations très resserrées avec nos premiers clients qui sont souvent les équipes commerciales. Alors, je parle d'équipes commerciales parce que j'inclus les sales et les account managers, qui sont deux métiers quand même très différents, mais sur lesquels le marketing peut avoir beaucoup d'impact. Au travers de Weekly,
Donc, on fait ce qu'on appelle des war rooms, hein. Ça veut dire que toutes les semaines, on parle des actions qu'on va mettre en place, on regarde les résultats des actions qui ont été mises en place, on regarde la qualité de ce qu'on a généré, et puis on ajuste. Mais attention, il ne faut pas oublier que le marketing construit sur du moyen et du long terme. Donc, il ne faut pas se laisser non plus toujours embarquer par des équipes commerciales qui vont nous amener dans une direction. Et il faut aussi faire attention à la direction des équipes terrain, donc des opérationnels, et de leur management. Un cas très concret que moi j'ai vu, c'est un opérationnel qui vient me voir et qui me dit oui, on veut adresser l'industrie du luxe. OK, donc OK, on a des clients dans le luxe, donc on peut faire des case studies, on peut organiser un webinaire avec un client, on peut mettre en place une landing page. Nous, on est prêt au niveau marketing, on est capable de le faire. Par contre, quand je parle à son manager, il me dit attention, le luxe, on est plutôt dans l'exploration. Là, on est vraiment en phase de discovery. On n'est pas prêt à y aller. Si je n'ai pas ce discours avec toutes les strates de l'organisation, je vais avoir des décalages. Et ça peut être très problématique parce que ça peut amener mon marketing dans une direction très court-termiste et je perds l'aspect stratégique. Et nous, ce qu'on doit faire, c'est on doit construire quelque chose pour durer. On doit scaler, hein. C'est la beauté. Autant des équipes commerciales ne peuvent pas scaler, hein. Un commercial porte un quota et on augmente le nombre de commerciaux pour porter plus de quotas. Un marketeur, il doit scaler. Donc, automatisation, capacité à reproduire les actions, etc. Donc ça, c'est hyper important d'avoir ces touches terrain avec les équipes opérationnelles, donc les head of sales, mais aussi avec le directeur commercial ou la directrice commerciale. On a aussi des moments de communication. Il y a des newsletters dans l'entreprise. Il y a des messages qu'on peut faire passer. Il y a des messages qu'on peut expliciter. Donc, il faut prendre les opportunités sur les outils de communication, que ce soit Slack, les newsletters internes, pour présenter ce qu'on fait, permettre d'aller un peu plus loin. Le but est vraiment de montrer le pourquoi du comment et pourquoi chaque action marketing s'inscrit dans un grand plan. La difficulté, c'est que le marketing est souvent résumé à l'action finale, le mail qui est parti, l'événement qui a été fait. Si on ne fait pas l'effort à chaque fois qu'on présente ces actions de les raccrocher au plan et à la vision, on perd énormément d'impact. Parce que si une action ne marche pas, ben, le marketing a mal fait son boulot. Si une action n'est pas suivie, le marketing a mal fait son boulot. Non, cette action a contribué à un grand tout. Si je fais un webinar qui a 200 personnes qui sont en attendees, mais qu'au final, j'ai 0 demo request, c'est pas grave, hein. C'est pas la fin du monde. C'est pas étonnant aujourd'hui qu'on se pose la question du gated content et on se dit que finalement, c'est pas si important de récupérer des emails quand on fait des contenus. Parce que on a cette vision long terme de construction et de consolidation. Ça, Bon, c'est. vas-y, Pardon, vas-y. j'allais intervenir parce que ça, c'est vachement intéressant ce que tu dis, tu vois, parce que je trouve que quand on reporte, et tu le vois aussi parfois avec des agences en externe qui vont te reporter un peu sur le travail qu'elles ont fait, c'est le manque de contexte autour des données sur lesquelles on reporte. C'est qu'en fait, on va dire effectivement, ouais, il y a tel webinaire qui est organisé, et puis bah, du coup, on a eu telle personne. Oui, mais pourquoi tu le fais? Dans quel objectif global? Et puis en fait, ou alors tu as, ah ben. On a là, sur les Google Ads, on a on observe telle tendance, on a dépensé de temps, ça a augmenté de temps par rapport à la semaine dernière. Mais en fait, tu n'as pas forcément aussi le contexte par rapport bah, au même mois l'année passée, et puis qu'est-ce qui s'est passé autour, et est-ce que les concurrents, en fait, machin. Du coup, tu vois, je trouve que ces éléments de contexte aussi, c'est là que tu es capable d'apporter de la valeur sur bah, voici ce qui influe là-dessus, et ça, sur quoi ça va avoir de l'influence, qui permettent aussi de justifier les actions et puis de donner un petit peu de la prise de hauteur au marketing, quoi. Voilà, quand je fais du co-marketing, par exemple, je ne me résume pas la performance de mon co-marketing au nombre de MQL que je vais ramener. Parce que le co-marketing, il m'amène plusieurs choses. Il m'amène le bénéfice de l'image de mon partenaire. S'il est plus gros, je peux en bénéficier. S'il a plus de visibilité, je vais en bénéficier. Ça va me permettre aussi de rentrer dans son écosystème. Quand je fais un partenariat avec une marque, bah, mécaniquement, tous les partenaires de cette marque, je vais pouvoir les approcher. En général, je demande à mon camarade en face de dire bah, est-ce que tu pourrais me présenter à telle ou telle boîte avec qui tu as fait une action. Ça a de la valeur. Mm. Et potentiellement, c'est un coût en 2, 3, 4 bandes, mais qui peut m'amener à avoir un partenaire très prestigieux ou très gros ou qui m'amène beaucoup de valeur sur des aspects autres que les MQL. Et ce côté de toujours contextualiser, de remontrer le plan, ça me permet de me protéger en fait. Pourquoi on a communiqué avec tel journal? Je prends un exemple aussi en RP. En RP, on va vouloir être dans les grands magazines, on va vouloir être dans les grandes publications, on veut être dans les Échos, on veut être dans la Tribune, on veut être dans Marie-Claire. La réalité, c'est que si un journaliste d'un petit média m'appelle, est-ce que je dois lui cracher au visage? Non.
je peux gagner des choses en allant parler à des ultra spécialistes qui sont des sources d'informations pour des journalistes de médias généralistes. Je peux leur parler aussi pour montrer que j'ai de la réactivité, pour créer cette relation qui montre que Alma est sur tous les sujets. Cette équipe marketing, elle est prête à répondre à toutes les questions et finalement de sortir de mon sujet qui était très restreint du crédit à la consommation et du paiement fractionné pour aller m'ouvrir sur le financement, sur la consommation, sur des éléments plus sociétaux sur lesquels je vais pouvoir intervenir plus souvent. Ben ça demande d'avoir de la vision. Mais si je fais ça dans mon coin et que je ne le raconte pas, bah, ça va être compliqué de faire comprendre aux gens pourquoi on parle à ce petit magazine, pourquoi je prends du temps de mon fondateur pendant son week-end pour aller préparer une conversation avec un journaliste de second plan, selon lui. Voilà, c'est hyper important de faire cet effort. Sur les choses qu'on va faire aussi, c'est qu'on veut embarquer les gens. On va faire de l'employé advocacy. C'est-à-dire que toutes les actions qu'on fait, on va communiquer sur LinkedIn, super. Mais si moi, mon post LinkedIn, j'ai pas l'attraction dès le début, je suis mort. Mon poste, il ira pas loin. Donc, j'ai besoin de m'assurer que l'équipe comprenne la valeur de l'employé advocacy. Donc, nous, aujourd'hui, on fait des formations sur ce sujet. On va l'expliciter, on va le présenter, on va mettre un plan. J'ai même été dans des organisations où l'incentiver. La personne qui a le plus de likes, la personne qui a le plus d'engagement va avoir un petit cadeau. De la même façon, dans la fabrication de contenu. Quand je crée du contenu, je m'assure que tous mes contenus aujourd'hui ont notre ligne éditoriale est un peu particulière. On n'a pas un supplément d'âme dans nos contenus, on a un supplément d'intelligence, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on dit, on a des expertises en interne et on veut que tous les contenus qu'on produise aillent un petit peu plus loin parce qu'il y a une sorte d'exigence intellectuelle dans la boîte qu'on veut qu'ils se reflètent dans nos contenus. Et donc, on va demander aux gens en interne de venir compléter les articles, d'amener un petit zoom de l'expert. Okay. Ça, dans d'autres boîtes, moi, je l'ai financé. J'ai dit, les personnes qui passent du temps à écrire du contenu, il y a un petit bon d'achat pour chaque contribution. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire pour aller embarquer les gens et faire valoriser d'autres métiers qui finalement contribuent au marketing. Donc, il y a tous ces aspects qu'on va regarder. Il y a aussi la posture qu'on va avoir par rapport aux chiffres. C'est-à-dire que tant que le marketing ne reporte que sur du MQL, on a raté quelque chose. On doit reporter sur l'ensemble du funnel, sur le trafic, qui n'est pas forcément aussi valorisable, mais on doit reporter sur le trafic parce qu'il donne aussi une notion de la brand awareness. On doit reporter sur les MQL, bien sûr, mais on doit reporter sur le pipe qu'on a généré, sur les deals qu'on a signés, sur le nombre de touchpoints qu'on a pu avoir sur les comptes qui ont été signés, etc., etc. Et tant qu'on se laisse cantonner sur un tout petit morceau du funnel, on est mort parce que ce morceau du funnel, c'est peut-être pas le bon. Moi, aujourd'hui, si dans mon entreprise, je me concentre uniquement sur la génération de MQL, je ne fais pas mon boulot correctement. Parce qu'aujourd'hui, j'ai des comptes qui sont déjà clients, qui ont 3, 4, 5 magasins activés, mais qui en ont 100 sur le territoire français. Déployer sur les 100 magasins a beaucoup plus de valeur que d'aller trouver un autre client. Ça paraît bête, mais c'est assez compliqué de faire comprendre que le marketing peut aller aider là. Parce qu'on dit, oui, j'ai un account manager. Ouais, alors ton account manager, c'est une personne qui gère potentiellement 70 comptes. Et donc, sa capacité à venir déployer 100 points de vente en ayant 70 comptes, elle est pas ouf. Hein. Elle n'est pas énorme. Donc là, moi, je peux l'aider. Je peux l'aider en lui donnant un playbook. Je peux l'aider en organisant un événement privé. Je peux l'aider en faisant une action marketing ultra ciblée, qui peut être du digital ou du offline. Je peux aller beaucoup plus loin. Là, typiquement, le marketing va, par exemple, aider à participer à des événements organisés par des grands réseaux de franchisés. Ils font souvent une grande messe où ils présentent des solutions, ils présentent les chiffres, etc. Organiser ça, c'est du marketing. Donc là, on peut aider. On peut aider à créer des playbooks. On peut aider à créer le discours. On peut aider à mettre en place des automatisations. Donc, on peut vraiment intervenir à plein d'endroits sans marcher sur les pieds de nos voisins, mais juste en leur expliquant qu'à partir du moment où la communication, elle est soit en masse, soit automatisée, le marketing doit intervenir. Ouais. C'est un peu la grande règle que je donne moi aux équipes en interne, c'est si une communication n'est pas du one-to-one et que vous vous adressez à plusieurs personnes en même temps, et que ce nombre de personnes est plus de 20, c'est du marketing. Parce qu'on doit assurer la cohérence des messages, on doit éviter d'avoir trop de pression commerciale. Il y a besoin d'avoir un regard là-dessus.
On ne vous Mmh. enlève pas votre autonomie, on vient vous aider. Non, mais puis Donc tu as ça, raison, voilà, pardon. fait partie des leviers qu'on peut utiliser. Ouais, mais c'est vrai qu'en plus, tu le dis, dans la façon dont on fixe les objectifs marketing, souvent dans la contribution au business, on s'intéresse toujours au nouveau business. Et quand on dit nouveau business, c'est même nouveaux clients. Alors qu'en fait, avoir un impact sur le chiffre d'affaires, ça va être potentiellement, bah, ce que tu disais sur l'upsell, ça peut être, des fois aussi sur la stratégie de pricing. Enfin, il y a plein de moyens pour influer sur le chiffre d'affaires qui n'est pas justement effectivement, que lié au nombre de MQL, quoi. Et je Heu, pense que souvent, quand on regarde les métriques, la difficulté, c'est que c'est confortable de parler en MQL et en lead, parce que c'est des métriques qui sont faciles à mesurer. ouais. Il y a pas de doute. Un lead est un lead, il a été généré par le marketing. Un MQL, c'est le marketing qui l'a amené, point final. Par contre, c'est toujours beaucoup plus compliqué et moi, je connais pas une entreprise qui ait vraiment craqué le truc, hein, où on est capable de mesurer parfaitement l'impact du marketing partout. Ça veut dire qu'à un moment, on doit forger une conviction. Ça veut dire qu'on doit accepter que, il y a des aspects qui sont mal mesurés, mal mesurables, que ce soit la brand awareness et cetera. Le plus beau cadeau, c'est quand un commercial vient te voir et te dit: «Franchement, depuis 2-3 mois, quand j'appelle des prospects, bah, ils nous connaissent, ils savent ce qu'on fait». Ça, c'est pas mesuré nulle part, hein, je vous rassure, hein. Mais il faut aller, parler avec ses équipes, il faut aller écouter, il faut repérer, les verbatims qui vont bien et toujours venir s'appuyer sur eux pour, remonter ces feedbacks, qui sont un peu, non mesurables autrement que par de la conversation en interne. Bah, justement, du coup, ça, c'est vachement intéressant parce que quand on parle valorisation en interne, encore une fois, tu vois, on a dit prendre la parole dans les meetings, tu as dit effectivement, enfin, prendre la parole dès que c'est possible, d'ailleurs, communiquer par les canaux internes, que ça va être Slack, potentiellement mettre en place des newsletters internes ou des choses comme ça. Donc, en fait, c'est toujours du marketing vers le reste. Comment est-ce que tu gères la partie, feedback sur les retours des initiatives marketing? Est-ce que tu as des processus aussi que tu vas mettre en place pour du coup, quand tu demandes, aux personnes de contribuer et de comprendre, il faut être aussi capable de recueillir le retour, quoi? Je pense que c'est quelque chose on n'a pas vraiment mentionné. Il faut pas oublier qu'en marketing, ce qu'on applique sur le marché, c'est-à-dire, le travail qu'on fait en discovery, d'identifier les ICP et cetera, les personas, c'est quelque chose qu'on doit appliquer aussi en interne. C'est-à-dire qu'en amont, il faut qu'on se pose la question de se dire: «OK, c'est quoi les enjeux de mon commercial? C'est quoi la différence entre le commercial SMB versus le mid-market? C'est Quels sont les canaux de communication pour lui parler?» En fait, faire le travail du marketing en interne, il faut se retourner et puis regarder, l'entreprise pour se dire: «Comment on va marketer à ces gens-là?» Et donc on fait cette discovery et cette discovery va nous permettre d'identifier, en fait, les outils de mesure. Parce que, un commercial n'a pas besoin d'une étude de cas pour avoir une étude de cas. L'étude de cas est là pour répondre à un besoin et souvent on oublie ça. C'est-à-dire qu'on va avoir des commerciaux qui vont dire: «Eh moi j'ai besoin d'une étude de cas, il me faudrait plein d'études de cas, donnez-moi les études de cas». Super, je t'ai fait 10 case studies, tu vas en faire quoi? Tu vas en faire quoi? On va pas mesurer la performance parce que personne va mesurer le fait qu'elles étaient envoyées, qu'elles étaient ouvertes, qu'elles aient été lues. Donc pourquoi je le fais? Et donc c'est revenir à l'essence. J'ai besoin d'avoir, de quoi amener de telle étape à telle étape. OK, d'accord. Toi ton enjeu, c'est pour pouvoir booker le deuxième meeting. OK, ça va être ma métrique. Je vais regarder ça, mon taux de conversion de l'étape 1 à l'étape 2. C'est pour ça qu'un marketeur, il faut absolument qu'il ait une vision sur le funnel dans son intégralité. Mmh. Si aujourd'hui vous n'avez pas accès dans vos équipes à toutes les étapes de conversion, si aujourd'hui dans votre CRM, vous n'avez pas des statuts très micro pour chaque étape du cycle de vente, vous ne pouvez pas faire votre travail avec une vision d'ensemble. Vous allez être cantonné toujours vers le début, vers le haut du funnel. Exemple concret, moi j'ai eu des équipes où, on faisait des rendez-vous pour des démos et finalement les gens venaient pas. Les gens venaient pas à la démo. OK, qu'est-ce qu'on fait? J'ai eu des équipes où, les personnes bookaient pas le rendez-vous. OK, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est des métriques qu'on regarde pas. Parce que moi j'ai fourni la démo, hein. J'ai mon Mmh. MQL. S'il a pas pris le rendez-vous, s'il n'est pas venu, c'est plus chez moi. Bah, c'est pas vrai. Aujourd'hui, le fait de mettre un agenda, sur une page web pour permettre à la personne de choisir son créneau, bah, ça aide sur le taux de conversion. Faire, des mails de rappel du rendez-vous, ça aide à la conversion. Collecter de l'information additionnelle pour préparer le rendez-vous, ça aide à la conversion. Ça, c'est du marketing. Donc ces métriques, on va les regarder et on va aussi reporter dessus. Là, c'est facile, on parle du growth, donc c'est assez simple parce qu'on est Mmh. dans le funnel, on est dans les métriques qui sont enregistrées dans le CRM. Pour le product marketing, c'est plus compliqué. Donc nous, ce qu'on fait au product marketing, c'est qu'on a un CSAT, on a un questionnaire de satisfaction.
sur l'impact de ce qu'on produit, sur la pertinence de ce qu'on produit, sur à quel point les équipes commerciales se sentent renforcées grâce à ce qu'on produit. Donc, typiquement, on va leur demander à quel point vous pensez maîtriser votre produit, à quel point vous pensez connaître nos concurrents. Ça va nous permettre de prendre le pouls. À quel point vous pensez que les éléments qui sont produits par l'équipe correspondent à vos besoins. Ça va nous permettre d'avancer. On va aussi faire des Google Forms post-event pour parler de la logistique, pour parler de la qualité des personnes qui sont venues, pour récupérer du feedback sur est-ce que cet événement était bien, pas bien. Nous, on participe à des événements business type les Big Boss, type One-to-One Monaco. C'est pas que l'impact du stand, c'est la qualité des rendez-vous. Donc ça, on a besoin de voir si c'était bien au niveau de ce qu'on attendait. Et donc, la beauté de la chose, c'est que mes commerciaux aujourd'hui font spontanément cette chose-là. C'est-à-dire qu'ils vont reporter là-dessus parce qu'ils ont compris que s'ils ne faisaient pas ce post-mortem, l'année prochaine, on ne signait pas le rendez-vous, quoi. On n'y allait pas. Nous, on a fait le choix cette année d'investir massivement sur les événements. On a quasiment doublé le budget événementiel parce qu'on s'est dit, on va y aller et on va bien driver nos équipes commerciales et on va embarquer nos équipes commerciales. Donc, le choix des événements, c'est pas moi qui l'ai fait, hein. C'est mes équipes sales. Par contre, derrière, ils sont redevables de s'assurer que ça a marché. Ouais. Donc, j'ai changé un peu le rapport de force et le rapport de reporting. J'ai mis le reporting chez eux plutôt que chez moi. Attention, hein, il faut quand même que moi, je regarde mes métriques. Et après, c'est aussi se mettre d'accord sur des règles de fonctionnement. Comment on va mesurer la performance d'un événement? Est-ce qu'on regarde juste le pipe généré? Est-ce qu'on regarde l'évolution du pipe? Nous, ce qu'on regarde, c'est dans une fenêtre de 90 jours de cet événement. Est-ce qu'il y a eu de la création d'opportunités sur les comptes qui ont été adressés, pas les contacts? Et est-ce que des opportunités qui étaient déjà ouvertes ont avancé dans le pipe? Et à partir de là, on dit que ça a contribué. Ok. C'est grosse maille, hein. On n'est pas sur de la finesse du modèle d'attribution en V, en W, en X ou en Y. L'idée, c'est vraiment de se dire, très, très pratico-pratique, quoi. Est-ce qu'il y a eu des touch points? Oui, bon, ok, le marketing a contribué. Donc, on va regarder, après, on va faire donc des formulaires post-événement, mais c'est surtout parler. C'est parler avec les gens, leur demander comment ça s'est passé. C'est rajouter, en fait, le layer du 1 qui nous manque, en fait, parce qu'on a l'habitude de travailler à distance, parce qu'on n'est pas forcément disponible. Moi, quand je viens au bureau, je passe, allez, on va dire 70% de mon temps à la machine à café, hein. Ouais. Je viens serrer des paluches, je viens papoter, je viens parler des deals, j'assiste à tous les stand-up de mes équipes commerciales pour prendre le pouls, quoi. Et Ça, c'est eux-mêmes vachement. vont dire cet événement est bien, pas bien, cette action était bien ou pas bien. Ouais. Mais ça, c'est vachement important, tu vois, je pense, ces moments informels, là, comme tu dis, de machine à café, c'est des trucs qu'on dénigre toujours un petit peu parce que tu dis, bon, du coup, t'es pas à ton bureau. Mais en même temps, ces moments informels dans le management, dans la relation inter-équipe, c'est vachement important, quoi. Oui, puis Ouais. je pense qu'il y a après, d'un point de vue plus opérationnel, alors ça, c'est facile quand on est directeur ou directrice marketing, on a un peu Mm. plus de bande passante et on a une attente plus forte sur cette représentation. Mais sur les équipes opérationnelles, il faut qu'ils fassent la même chose. C'est-à-dire que moi, je vais leur taper dessus pour qu'ils aillent parler à leur counterpart, quoi, la personne qui est en face d'eux. Mm. C'est pas normal que mon head of growth, il passe pas tout son temps avec ses head of sales. C'est pas normal que la personne qui fait le contenu, elle n'ait pas une relation très forte avec les account managers. C'est pas normal que mon PMM ne passe pas du temps à faire des déj avec l'équipe produit. Ouais. J'attends ça d'eux. Mais par contre, il faut leur montrer que c'est valorisé. Il faut leur montrer que ça contribue. Et souvent, moi, je leur dis, c'est un peu cette notion de soft power. Dans une organisation, nos amis coréens, ils ont fait la K-pop. Dans une organisation, le marketing doit créer ce soft power, c'est-à-dire ce côté hyper disponible, hyper avenant, hyper dans le partage, pour pouvoir se créer des bonnes volontés tout au long de l'année, mais aussi faire que les gens comprennent ce qu'on fait et ont envie d'être embarqués, envie de participer et envie que ça réussisse, quoi. Et c'est ça la mesure de la performance. La mesure, pour moi, de la performance de mon équipe, c'est de m'assurer que quand il y a un team building fait par l'équipe produit, mes PMM sont invités. Que Ouais. quand il y a un team building fait par les 16, on nous invite, pas forcément toute la journée, mais qu'on vient de participer à un moment. Ça, c'est hyper révélateur. Ça me dit, ah ouais, c'est bon, on a craqué quelque chose, quoi. On est au-delà de la relation purement transactionnelle. Ouais. Très cool, super intéressant. Du coup, par rapport à tout ce qu'on s'est dit, si on devait résumer, si on devait retenir un conseil, qu'est-ce que tu mettrais en avant? Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment passer du temps avec ses interlocuteurs. On peut faire comme on veut, mais il faut passer du temps.
C'est-à-dire l'approche du shadowing, je vais écouter ton mojo, ton enregistrement, etc. pour avoir une idée de comment ça se passe. C'est pas forcément la bonne approche. Alors c'est utile, hein, mais montrer à un commercial qu'on est prêt à aller sur le terrain, qu'on est prêt à aller en rendez-vous, qu'on est prêt à écouter. Et en plus, en tant que marketeur, on peut amener de la valeur, hein, sur ces rendez-vous, hein. On n'est pas obligé d'être juste assis dans un coin, hein. Leur expliquer ce qu'on veut faire, pourquoi on le fait. Et vraiment passer du temps à expliciter la stratégie de ce qu'on met en place et toujours raccrocher à la stratégie, ça a beaucoup de valeur. Donc, c'est vraiment raccrocher le terrain à la stratégie et s'assurer qu'il y a toujours cet hélicoptère qui monte, qui descend, qui monte, qui descend pour toujours ramener. On élève les gens en les amenant sur la vision et on descend au niveau des gens pour construire cette vision. Et c'est vraiment cet aller-retour qui est essentiel. Pour moi, c'est vraiment le secret d'un bon leader en marketing, c'est d'être capable de toujours faire cet aller-retour. Très cool. Bah écoute, encore une fois, merci beaucoup Joël pour tout ça et ce partage d'expérience, c'était super intéressant. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà merci beaucoup, et j'imagine que le sujet vous a plu, donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.